On va rester dans le monde des devises, enfin des devises plus traditionnelles. C'est Philippe Lermy qui est à mes côtés en plateau, le fondateur et trader chez traderchange.org. Bonjour Philippe. Bonjour Grégoire. Merci d'être... Oui, puisqu'on parle avec vous de la parité reine, l'euro-dollar. Alors c'est toujours intéressant de savoir quels sont les moteurs et les catalyseurs du moment pour la parité euro-dollar. Là, si on se projette sur les prochains jours, les prochaines semaines, quels peuvent être les catalyseurs et quels peuvent être les mouvements qu'on peut anticiper sur cette parité euro-dollar? Je le précise et je vous laisse la parole et vos arguments, Philippe. Une parité euro-dollar qui évolue depuis le début de l'année, j'ai regardé entre 1,11 au plus bas et 1,15 au plus haut. C'est-à-dire quand même dans un canal d'évolution très étroit depuis au moins 2-3 trimestres peut-être. Oui, tout à fait. Bon, il y a des intérêts divergents, je l'avais déjà dit sur ce plateau, donc à la baisse, les exportateurs qui ont intérêt à acheter, à la hausse des gens qui font du carry trade, du financement à pas cher, je dirais de positions spéculatives en empruntant l'euro. Donc on a ça qui joue dans les deux sens. Concernant les chiffres, en fait, on va avoir... Alors qu'est-ce qui peut faire bouger? Quels peuvent être les catalyseurs? Déjà, il y a deux deadlines importantes, on en a parlé. Il y a le 25 juillet la BCE et la Fed le 31 juillet. Donc c'est la BCE qui va tirer le premier. Quand on regarde, évidemment, ils sont data dépendantes, ils dépendent des chiffres. Donc les chiffres américains les plus importants sont sortis. Les créations d'emplois qui étaient très fortes, surprenantes, qui donc ont fait même douter le marché d'une simple baisse des taux de 0,25, de 25 points de base à un moment. Il y a eu ce mouvement de se dire, sur la publication, de se dire, mince, voilà. Est-ce que la Fed va vraiment baisser ses taux? Alors après, ils ont été rassurés. Oui. Ça n'a pas duré très longtemps. Oui. Voilà, quand Powell a donc, je dirais, dit que sa motivation principale, c'était une baisse par sécurité, insurance cut, comme il a dit, pour les risques géopolitiques, et une inflation qui stagnait, qui n'augmentait pas. Donc le marché a été rassuré pour au moins 0,25% de baisse. Bon, ce qu'on voit, c'est que les chiffres, l'inflation corps hors alimentation énergie reste quand même assez forte, parce qu'elle était à 2,1%, donc le chiffre qui est sorti la semaine dernière. On a eu les ventes de détail, là, comme vient de dire l'intervenant, plus 0,4, très forte. Très forte. Et encore plus forte quand on enlève les prix à la pompe, comme il a précisé, les prix à la pompe sont en baisse. Donc on a des ventes de détail, le Core Control Group qui a plus 0,7%. Donc ça peut s'expliquer, il y a aussi l'effet richesse, les actions qui montent, les gens n'ont pas peur de consommer. Donc des chiffres américains assez forts, et vous dites c'est intéressant parce que finalement là, avec les ventes au détail aujourd'hui, on vient d'avoir les derniers chiffres durs importants. Les plus importants. Oui, c'est ça. Avant la réunion de la Fed 30 et 31 juillet. Demain, on a quand même le Beige Book. Donc le Beige Book, vous savez, c'est un compte-rendu de l'économie qui sont faits par les districts de réserve fédérale. Il faudra surveiller que le Beige Book annonce une activité, une croissance et un emploi modéré, ce qui conforterait le marché dans une baisse de 0,25%. Il ne faudrait pas qu'il y ait de changement de langage je comprends. Dans les sondages. Après, qu'est-ce qui va tomber comme chiffre important? Des indices de confiance des consommateurs, donc celui du Michigan et puis celui du Conference Bond. Bon, on se doute qu'il risque d'être bon, un marché action très fort qui fait des records, on se doute qu'il risque d'être bon. Et ça veut donc dire, si on a déjà eu les éléments d'information les plus pertinents, les plus importants côté américain, c'est du côté de l'euro qu'il faut regarder, voilà. C'est ça pour les prochains jours. Donc on va avoir les indices des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier, donc en Allemagne, en France, en Europe, qui vont sortir. Donc on sait très bien que ce sont ces indices qui ont fortement chuté, qui ont surpris. Donc on va regarder ces chiffres. Il va y avoir l'indice IFO qui... climat des affaires en Allemagne. Oui, c'est l'indice des directeurs d'achat des Allemands. Bon, il a une corrélation avec le ZOO, l'indice qui est sorti ce matin, qui est celui de un sondage auprès des institutionnels allemands. Donc, voilà, on est assez un peu plus fébrile, je dirais, sur les chiffres. Il y a un risque que ces indicateurs, ces enquêtes que vous citez, peut-être continuent de se dégrader encore un peu côté européen. C'est possible parce qu'il y a une production industrielle en Allemagne qui est pas très forte. En France, elle est meilleure, mais en Allemagne, elle n'est pas très forte. Donc, on voit bien que la croissance en Europe est plus, je dirais, faible, plus fragile qu'aux États-Unis. Donc, voilà, ça va jouer. Alors, le marché est en train d'intégrer que la BCE va faire on va réactiver, donc je dirais un QE à hauteur de entre 25 et 40 milliards par mois d'euros suivant les banques. Donc il faudrait voir si le 25 juillet ils vont en parler. Donc voilà, le focus va tourner sur l'euro
À très court terme. Qu'est-ce que vous anticipez, vous, Philippe? Est-ce qu'il y a un positionnement particulier à avoir? Encore une fois, je dis cette parité euro-dollar. Alors après, oui, capter les mouvements de très court terme, ça c'est le job des traders et il y a des gens sur le marché qui sont là pour ça. Mais si on essaye d'être dans une perspective de tendance, de mouvement, est-ce qu'on peut avoir le déclenchement d'une tendance particulière sur l'euro-dollar ou est-ce que non, on reste dans quelque chose finalement d'assez neutre? À court terme, vous l'avez dit, il va y avoir le plus bas annuel, c'était 1,1105, donc il va se servir de support, parce que tous les exportateurs, ils ont un problème de coût de couverture, donc dès que la parité va dans leur sens, ils améliorent leur couverture. Bien sûr. Donc je veux dire, il y a quand même un support. Maintenant, je pense que le différentiel de croissance, le fait que la Fed, je ne suis pas persuadé que la Fed va baisser de 50 points de base, parce que indirectement aussi, elle alimenterait je dirais, une bulle spéculative sur le stock market. Il ne faut pas oublier que le stock market, il est quand même à des records. Plus le risque de guerre des devises que ça peut entraîner derrière. Donc vous ne voyez pas une Fed trop agressive, en tout cas, dans le nombre de baisses de taux qu'elle peut réaliser? Je pense qu'après, le risque d'attente, on va voir après le 31 juillet si les chiffres américains continuent d'être relativement forts. Mais bon, le marché est en train de pricer une deuxième baisse le 15 septembre, j'en suis pas si persuadé que ça. Je comprends. JP Morgan, c'est ce que nous disait l'intervenant précédent, eux, ils sont encore à 3 baisses de taux cette année. Ça, c'est le très, marché, très agressif. C'est 66 points de base. D'accord, donc un peu moins de 3, quoi, c'est ça, voilà. Moins de 3 baisses de taux. Il nous reste 3 minutes pour évoquer un sujet important. Et en même temps, un sujet qui est toujours un peu oublié par le marché, c'est le plafond de la dette américaine. Alors c'est un sujet qui revient régulièrement, tous les quelques trimestres, tous les ans, tous les 2 ans. Il reviendra tant qu'il y aura un déficit. Voilà, c'est ça. Vu que le déficit se creuse, effectivement, il va assez vite revenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi c'est un sujet? Il y a peut-être quelques éléments de contexte sur cette histoire du plafond de la dette. Je suis pas sûr qu'on soit... c'est pas une notion qu'on a forcément chez nous en France, notamment. Pourquoi il y a un plafond sur la dette américaine? Et puis, quand est-ce que ce plafond arrive? Et pourquoi ça peut être un sujet pour les investisseurs? Alors, le plafond, il a été décidé pendant la Première Guerre mondiale, en 1917, puisque, évidemment, pour financer la guerre, le gouvernement américain devait émettre sans cesse. Sauf que le Parlement, le Congrès voulait avoir un contrôle sur l'exécutif. Et ils se sont dit, on va leur laisser une certaine discrétion, on va les laisser faire au lieu de contrôler chaque émission, et on va mettre un plafond. Donc ça date de là. Sauf que, évidemment, avec un déficit budgétaire, le plafond n'a pas arrêté d'augmenter. Donc il faut le relever à chaque fois, c'est ça la mécanique. Alors il faut se rappeler qu'au niveau des administrations américaines, l'année fiscale, ça commence le 1er octobre et ça finit le 30 septembre. Donc le sujet va être très très important à la rentrée. Alors là, ce qui s'est passé vendredi, le secrétaire au Trésor américain, donc responsable des comptes de la nation, a donc averti les membres du Congrès comme quoi ça serait bien de prendre une décision pour relever le plafond de la dette avant le 26 juillet. Avant qu'on le percute, oui. Non, avant le 26 juillet. Avant le 26 juillet. Le 26 juillet, c'est la date à laquelle les parlementaires partent en pause estivale. Oui, effectivement. Et ils reviendront le 9 septembre. Et ça, c'est un gros problème, puisque d'après les estimations, c'est même plutôt le secrétaire. C'est le moment où on rentrera dans le plafond. C'est début septembre qu'on va avoir le problème. Donc il faut s'en occuper avant les vacances. Toutes les banques disent la X-date, c'est la date où le Trésor américain n'aura plus de cash et ne pourra plus émettre. Et donc, si elle tombe entre le 1er et 15 septembre, ça craint parce que 1er septembre, il y a tous les paiements de l'assurance maladie Medicare. Et les premières rentrées, ce sera les taxes trimestrielles que payent les entreprises, mais c'est le 15 septembre. Donc il ne faudrait pas que ça tombe entre les deux, sinon on va se retrouver... Il y a un gap de liquidité pour le... encore avec un shutdown. Et le shutdown, on a vu ce que ça a donné en début de l'année, la fin de l'année dernière, avant Noël jusqu'au 31 janvier. C'est impopulaire quand même. Donc... Et c'est un vrai sujet. Moi, je me souviens, alors c'était 2013, je crois que vous me l'avez rappelé, Philippe, quand les États-Unis perdent leur triple A. 2011, août 2011, sur ces questions justement de plafond de la dette. À l'époque, sous Obama, le Congrès blocage politique, n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et c'était notamment une des raisons qui avait été invoquée par l'agence S&P quand elle avait dégradé le triple A américain. Tout à fait. Alors la réaction initiale, ça va être,
baisse du dollar, baisse des actions, hausse des taux américains, sauf que c'est initial, puisque la dette américaine, c'est la plus profonde, la plus liquide au monde, c'est 16 trillions de dollars, 16 000 milliards de dollars. Même la dette allemande, c'est 1,5 milliard, enfin, c'est 1500 milliards de dollars. Ouais. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Les gens pourront pas... Il n'y aura pas de décollecte, voilà. Donc ça sera au contraire. On ne peut pas se passer de la dette américaine quand on est investisseur. Pour rentrer sur un actif, puisqu'il y aura un mouvement, je dirais, knee-jerk reaction, comme on dit en anglais. Ouais, c'est ça. Il y aura un petit mouvement de capitulation avant de se ressaisir. Tout à fait. Ça, c'est début septembre pour le plafond de la dette américaine, à moins que le sujet soit réglé avant les vacances des parlementaires américains. Je n'y crois pas. Alors, ce qui reste possible, j'allais dire, non, mais vous n'y croyez pas. Ouais, non. C'est pas l'intérêt des démocrates, c'est ça. Oui, au contraire, c'est un argument. Ils disent c'est un package global. Bon, ça nous intéressera de suivre ces négociations politiques sur le plan américain. Merci beaucoup, Philippe. Philippe Lermy, fondateur de traderchange.org, avec nous cet après-midi dans Intégral Bourse sur BFM Business.